Coucou les morpions, donc on se retrouve pour une autre critique. Si vous avez bien remarqué, vous avez exactement la même lumière dégueulasse que sur celle pour Triple Nine. Donc on se retrouve encore une fois dans la même soirée. Il est 23 h. Putain, je travaille vraiment à des heures débiles. Donc l'image va encore être un petit peu bizarre à cause de la lampe là. Enfin, j'ai pas beaucoup d'éclairage, donc voilà, je suis désolé. Ça va aller en progressant au niveau de la qualité de l'image et tout ça. Vous en faites pas, mais de toute façon, là, c'est pas forcément l'important pour l'instant. Donc arrêtez de vous plaindre, parce que je vous vois. Enfin non, je vous vois pas trop, mais j'ai une lentille de caméra, mais je vais faire comme si. Donc voilà, on se retrouve maintenant tout de suite pour parler d'un autre film qui s'appelle The Lady in the Van. Ou The Lady in the Van, en bon franglais. Ouais. C'est donc un film de Nicolas Hitner et non pas Hitler. C'était une très mauvaise blague à ne surtout pas faire après avoir parlé d'un film qui parlait justement d'Israéliens, donc de Juifs. Bravo. Avec un scénario qui est écrit par l'auteur du bouquin à l'origine du film. Comment il s'appelle déjà? Intelligent, tiens, j'ai pas noté le nom. Bon, vous irez voir tout seul, de toute façon vous êtes grand, il y a une page Wikipédia très documentée. Pas du tout, mais il y a au moins ça. Donc, il parle d'un film dont le personnage principal, oui, c'est lui le personnage principal, qui est donc c'est un écrivain, un auteur avant tout de pièces de théâtre apparemment, qui homosexuel. Ça a une importance assez moindre, mais ça a quand même une importance dans le récit. Donc, un personnage écrivain qui a une vie plutôt monotone, il s'ennuie quoi, c'est l'idée première qui se dégage de lui, qui achète une maison dans un quartier bourgeois de Londres, nouveau riche plus que bourgeois. Enfin ça revient pratiquement au même, mais plus nouveau riche avec des gens qui sont fortunés, mais qui ont gardé quand même, ils le disent d'ailleurs dans le film, qui ont gardé cette espèce de sympathie pour les gens de classe moyenne ou de classe inférieure entre guillemets. Ouais, ils le montrent plusieurs fois parce que bon, vous verrez dans le film, ils essayent tous d'aider à leur manière et avec leurs moyens les plus hypocrites d'aider la vieille femme, donc The Lady in the Van. Voilà. Si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez que c'est McGonagall dans Harry Potter. Ah, j'avais son nom, je viens de le perdre. Enfin ouais, c'est pas grave. Donc qui vit une vie monotone et qui au final va trouver sa vie complètement chamboulée par cette vieille dame qui a décidé à ce moment-là, en fait, donc c'est dans les années 70, 76 je crois, quelque chose comme ça, il me semble, oui, qui a jeté son dévolu en fait, c'est une SDF qui vit dans son van, un très vieux van, et qui a jeté son dévolu dans ce quartier-là pour y vivre tout simplement, pour y stationner. Donc elle est infernale, elle est envahissante, mais il va finir par se prendre d'affection pour elle. Elle qui vit donc dans son van tout décrépit, à chaque fois qu'elle s'installe quelque part, vous voyez, il y a le van, et puis dessous elle met tous ces sacs remplis de ces immondices, ces fringues dégueulasses et tout ça, enfin bref, c'est vraiment une bonne grosse SDF dans le sens premier du terme. J'ai rien contre les SDF, au contraire, mais là c'est la caricature même, elle est sale, elle est fringuée n'importe comment, et tout ça, enfin... Pour le coup, là, ils l'ont bien rendu. Maggie Smith? Non, ah, je sais plus. Merde, non, c'est pas Smith, n'importe quoi. Enfin, c'est pas grave. Donc, c'est un film à l'anglaise. Ça se voit, ça se respire par tous les pores du film. C'est au niveau de tout ce qui est couleur et tout ça, c'est très, très naturel. Ils ont voulu garder un rendu très naturel, très gris, vu que au final c'est Londres et ça reste l'Angleterre, et donc quelque chose d'assez pluvieux tout ça. Malgré qu'on voit très peu de pluie dans le film. Ouais, je crois qu'il y a très peu de scènes, voire même pas du tout, où il pleut.
C'est peut-être dû d'ailleurs au reste de la mise en scène en fait. C'est peut-être une intention de mise en scène d'ailleurs. Parce que justement, voilà, transition, tiens, par rapport à la mise en scène, ce qui se passe, c'est que l'important, c'est de toujours donner l'impression que ça se déroule sur une scène de théâtre, en fait. Il y a toujours cet aspect déjà très stoïque de la caméra. C'est une caméra en général sur trépied, comme la mienne. Oui, je la tiens pas avec mon pied au bout, comme ça, hein. Elle est sur un trépied. Donc toujours très stoïque, très peu de mouvements, sauf dans certains passages. D'ailleurs, c'est assez rigolo la façon dont c'est tourné. C'est en plus d'avoir cet aspect très très scénette de théâtre sur une scène en dur, donc en parquet et tout ça en vrai. Il y a aussi cet aspect un peu téléfilm de la BBC. D'ailleurs, de toute façon, je crois qu'ils sont sponsorisés par. Enfin, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, mais ces espèces, au début du film, il y a des espèces de transitions et de début de plan qui démarrent. Il y en a un qui me revient en mémoire, surtout c'est le déménagement au départ, quand il y a certains déménageurs, ça doit être des amis à lui, au personnage principal, je pense, ou alors juste des déménageurs comme ça, qui lui apportent une table. À un moment donné, le plan démarre justement sur la caméra très proche de la table, qui se relève un petit peu pour voir au final la maison qu'il a achetée derrière, avec un travelling assez intéressant qui suit la table et qui suit les déménageurs. Donc voilà, c'est typique, très fiction faite pour la télé de la BBC. C'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais ça donne un charme certain au film, un charme très anglais au final. On tourne autour du même point, mais c'est toujours ça. C'est un charme très, très britannique. Voilà, donc en fait, l'aspect scénette de théâtre, donc sur une scène, c'est rendu aussi par l'usage, je trouve, de pas mal de plans qui sont très dans l'horizontale en fait. Il y a très peu de choses qui sont vues, enfin l'horizontale, plutôt on va dire le 2D. L'horizontale en 2D, c'est vraiment de face et de plein fouet comme ça direct. Il y a peu de perspectives, en tout cas pour les scènes d'intérieur, surtout pour les scènes d'intérieur. Les scènes d'extérieur sont toujours vues en général. Comment expliquer ça? Si on a une vue en général par exemple sur la mer, il y a la mer, mais il y a pas on voit pas les dunes qui font ça. Il y a très peu de perspectives en fait. C'est ça surtout que j'essaye de dire. Donc c'est toujours, ça pourrait très bien être un décor de scène de pièces de théâtre et tout ça. C'est comme je vous le dis, c'est un petit peu le but du film. Vu que le film est centré sur le personnage et qu'en fait c'est très basé plus sur sa vision des choses que la réalité. Ce qui est d'ailleurs rendu avec ce que je vais dire après. Comme il écrit des pièces de théâtre, et automatiquement ce fait-là imprègne sa vie de tout ce qui est lié au théâtre en fait. Donc d'où cet aspect toujours être sur scène, toujours avec une sorte d'impression de scène en dur, et que vous êtes en gros un spectateur avec plein d'autres à côté de vous en train de rigoler à une de ces piécettes. Donc aussi encore, bien, encore dans la mise en scène et tout ça, ce qui se passe c'est que le personnage est double. Et c'est très. Je crois que j'ai jamais vu de film jusqu'à maintenant. Bon, j'en ai pas vu non plus des milliers et des milliers. Et je commence à peine ma formation personnelle de mec qui apprécie le cinéma dans son ensemble. C'est encore un peu dur pour certains types de films. Je vous l'avoue, les vieux films avant les années 80, ça commence à piquer un petit peu. Mais il va falloir que je m'y mette de toute façon. Il va falloir. Mais soyez patient avec moi pour l'instant. Donc, c'est le premier film que je vois faire ça, qui donne une dualité physique à son personnage. Donc il y a en fait il est double, ce personnage là, il est pas schizo, hein. Il y a juste, comme il se fait chier, et il le dit par contre que à la fin du film, je crois. Comme il se fait chier, il se parle lui-même, et donc il a deux personnages. Il a l'homme qui vit et l'écrivain. Et donc l'écrivain, c'est le mec cynique par excellence. C'est encore quelque chose qui fait très pièce de théâtre. Le dialogue avec soi-même, cette façon de le faire avec les deux personnages qui sont la même personne. Enfin, c'est assez intéressant. Donc ouais, donc le cynique, l'écrivain cynique d'un côté, qui bouge jamais son cul de son bureau, qui est toujours en train d'écrire et tout ça, qui questionne l'autre et tout, alors que l'autre agit, l'autre il vit, comme je l'ai dit. Donc ils sont jamais d'accord. Tout au long du film, ils ne sont jamais d'accord. Toujours un mot déplaisant à se balancer à la gueule, enfin surtout de la part de l'écrivain. Mais ils sont complémentaires et ils ne peuvent pas être vus l'un sur l'autre.
Là, je vais pouvoir faire un petit lien aussi avec The Assassin, même si bon, c'est pas la même chose, mais bon, ça rappelle un petit peu avec l'aspect, comme je l'avais dit, le maître et l'élève, qui sont les deux côtés d'une même pièce, donc le noir et le blanc, yin-yang, tout ça, donc qui fait que ce sont deux personnages qui sont liés. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir deux films d'affilée qui se retrouvent avec cette même façon de penser un personnage. Même si dans The Assassin, c'est vraiment deux personnages réels qui existent, alors que là, c'est eux entièrement dans la tête du personnage principal. Donc, pour en revenir donc, sur la vieille dame, donc, qui vient lui pourrir la vie, elle est difficile à aimer. C'est un personnage, je me suis pas attaché à elle, moi je me suis attaché au personnage principal. Je me suis attaché à l'écrivain, mais pas du tout à elle. Je la trouve insupportable. Elle est insupportable, elle est grossière. En fait, elle est là pour être l'inverse de la caricature qui est faite des petits bourgeois qui, bien pensants, qui essayent au final de l'aider sans essayer véritablement de l'aider. C'est genre, ah, je vous ai fait une tarte, prenez-la, ah, je veux plus entendre parler, quoi. C'est un peu ça. C'est genre, je te tends la main, mais je regarde pas quand je te la serre, quoi. C'est un petit peu ce principe-là. Mais c'est très intelligent au final. C'est la vieille dame qui, en général, les vieilles dames anglaises, on peut plutôt se dire qu'elles sont très nobles. Ouais, très pas fière, très noble, mais voilà quoi, avec on vous dit vieille dame anglaise, vous voyez qui? Vous voyez la reine Elisabeth II, hein, c'est plutôt logique. Donc vous voyez quelqu'un de très distingué, elle n'a pas du tout, non, c'est l'inverse total, c'est une vieille dame acariâtre, insupportable, qui déteste les enfants. Enfin, pas forcément les enfants, mais quelque chose qui est lié à eux, vous verrez dans le film, je vais encore une fois pas vous faire de spoilers. Mais voilà, elle est insupportable. C'est un envahisseur dans la petite ville où elle est. C'est l'envahisseur dans le quartier, quoi. Elle vient faire chier tout le monde. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo au début parce qu'en gros, elle se met devant chez quelqu'un à la base. Elle lui pourrit la vie. Puis après, elle décide d'aller dans un autre emplacement devant chez quelqu'un d'autre pour lui repourrir la vie. Avant de décider ensuite de se mettre dans l'allée du personnage principal. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Sinon, je vais passer à la fin, parce que c'est la fin qui offre aussi quelque chose de très intéressant au niveau de la mise en scène, du scénario et tout ça. Enfin, très intéressant. Il y a des aspects intéressants et des aspects un peu inédits, qu'on voit pas souvent. La résolution, en fait, c'est que l'écrivain et l'homme, donc qui étaient deux entités pour un seul corps, finissent en gros par se rejoindre et ne faire plus qu'un. Et c'est assez rigolo la façon dont c'est montré, parce qu'à un moment donné, en gros, t'as dans la même image l'homme qui vit donc et l'écrivain. Et au final, une question est posée donc à l'un, qui est normalement seul, mais donc avec les deux dans sa tête, et ils répondent tous les deux la même chose au même moment. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que la résolution est faite et il a réussi à faire fusionner ces deux personnalités pour en être qu'une et être enfin entier. Donc c'est une résolution. C'est pas comme The Assassin où à la fin la résolution était un petit peu bancale. Enfin c'était pas ça, c'était l'aspect tranche de vie qui donnait cette impression-là. Mais là pour le coup c'est pas tranche de vie. Là pour le coup ils ont pris tout le moment où la vieille est arrivée jusqu'à ce qu'elle, au final vous le savez bien si vous avez lu le bouquin ou si vous connaissez un petit peu l'histoire, parce que c'est vraiment une dame qui existait il me semble, elle décède à la fin quoi. Oui, donc. Oui, et ensuite, à la toute fin, on a aussi un espèce de dommage vidéo. Alors, je vais faire un lien avec un film, ça n'a aucun rapport, si ce n'est le traitement qui est donné à cette scène-là. C'est le petit hommage qui est fait à la fin de Fast and Furious 7 à Paul Walker. Là, c'est approximativement la même chose pour la vieille dame, mais c'est encore mieux fait. Enfin, c'est encore mieux fait. Là, c'est bien fait, on va dire plutôt. Ça tombe un peu comme. Enfin, oui et non, parce que l'hommage est beau, mais enfin voilà, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe dans Fast and Furious 7, parce qu'au final, c'est le monde réel qui, d'un seul coup, prend pied dans la fiction, alors que tout le long du film, il n'y a jamais eu rien par rapport au monde réel, quoi. Donc, c'est ce qui donne cet aspect un petit peu bizarre à la fin du film, même si l'hommage est très beau, il n'y a pas de souci. La musique est d'ailleurs très sympathique, même si c'est pas mon genre. Mais voilà. Là, au final, on voit l'auteur, le véritable auteur en fait. On voit le personnage vrai dans la vraie vie,
Et il y a aussi son acteur, donc l'acteur qui jouait l'auteur dans le film, dans la même scène en fait, et il se retrouve pour comment dire, c'est quoi le mot que j'avais trouvé? Voilà, en gros, il y a la pose d'une plaque commémorative sur la maison où il a vécu et où il y avait la vieille dame qui venait tout le temps, justement disait la vieille dame dans le van, enfin the lady in the van has been here, ils ont mis les dates, donc de 76 à 90, 95, ouais, je crois que c'est 95, un truc comme ça. Et c'est sympa, enfin je sais, bon, c'est sympa, ouais, c'est le mot en fait, ça brise le quatrième mur, tout. Oui, d'ailleurs, en fait, dans le film, il brise un peu le quatrième mur au final. C'est une narration qui est dirigée vers le spectateur, j'allais dire le lecteur. Pour le coup, oui, parce que c'est très. Au final, la narration qui est faite par le personnage principal, donc il narre pas mal de faits, est très, très littéraire. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est très sympa. C'est cette espèce d'équilibre qu'ils ont trouvé entre garder l'aspect très littéraire et garder l'aspect très film avec. Enfin bref, c'est le scénariste, le mec qui a écrit le bouquin et donc qui a fait le scénario, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, et le metteur en scène aussi, et le réalisateur, enfin bref. C'est un bon film, de toute façon, il est très bien fait. Donc j'avais pas grand chose d'autre à dire, parce que sans vous dévoiler trop en fait par rapport à l'histoire, il y a certaines critiques qui sont faites, ça se dit la puritanité, oui c'est ça, la puritanité de l'église catholique. C'était étrange parce qu'il me semblait que c'était les anglicans qui étaient les plus représentés en Angleterre, mais bon, c'est... Ouais, il me semblait, enfin bref. Donc c'est donc des protestants, au final. Mais là, au final, la vieille dame est affiliée aux catholiques et à un milieu très, comment dire, très fermé d'esprit, au final. Bon, c'était les années 70 après, donc j'imagine qu'à l'époque, les pensées étaient un petit peu moins ouvertes que maintenant. Mais c'est quelque chose... En fait, ça vous montre aussi pourquoi la vieille dame était aussi acariâtre et tout ça, quoi. Ouais, il y a une critique qui est faite un petit peu de la religion et de tout cet aspect dogmatique et très restrictif, un cadre qui est très resserré sur lui-même au final. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, sinon je vais... Si, peut-être, toute dernière chose, un petit bonus qui est aussi intéressant, c'est le parallèle qui est fait entre deux femmes. Encore une fois, une idée de parallèle, deux personnes qui sont liées, la mère donc de l'auteur et la vieille dame, et en fait qui ont une évolution, comment dire, qui ont une évolution totalement opposée. Il y en a une qui, plus le temps passe, se décrépit et va de moins en moins bien, la mère de l'auteur, et l'autre qui, malgré le temps passant, elle est toujours aussi bien, toujours aussi vaillante et tout ça. Donc c'était assez rigolo, le film le met très très bien en valeur. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai eu le plaisir d'aller le voir pendant la période du printemps du cinéma, donc 4€. Donc lui aussi ça m'aurait pas embêté de le payer plein pot. Mais franchement non, c'était un très bon film, très agréable, ça m'a fait plaisir de revoir cette actrice-là, dont le nom m'échappe toujours autant, hein, j'arrive pas à m'en souvenir mais bon c'est pas grave. J'ai revu aussi un acteur, il est aussi dans Harry Potter aussi, c'est le professeur Slughorn, mais j'ai pas fait le lien sur le moment, je m'en souviens maintenant que c'était aussi un acteur dans Harry Potter, non, de toute façon un casting très britannique. Il joue aussi il joue Timothy Cavendish dans Cloud Atlas, des sœurs maintenant, Wachowski, je sais plus comment ça se prononce. Enfin voilà. Oui, maintenant ce sont des sœurs, au cas où vous ne savez pas. Elles ont toutes deux changé de sexe. Ce qui est plutôt cool au final. C'est cool, elles peuvent vivre leur vie comme elles l'entendent. Enfin bref, c'est sympa. Et je suis complètement parti sur autre chose, ce qui vous prouve que c'est la fin de cette critique au final. Honnêtement, allez le voir. C'est vraiment, sans vouloir partir dans le délire habituel des publicitaires, c'est que du bonheur. Ouais, non, franchement, c'est un bon film. Donc allez le voir. Voilà, c'est fini. Je vous dis à la prochaine. Soyez curieux, retournez au cinéma même si c'est cher. Ciao!